Magazine. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire du jour le jour. La situation reste toujours compliquée sur la ville de Lubumbashi à ce qui concerne l'approvisionnement en carburant. Des stations sont inondées par des véhicules. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Actualité Plus, ce magazine qui vous parle justement de différentes actualités, qu'elles soient politiques, religieuses, culturelles. On en parle justement dans cette émission et aujourd'hui, votre émission va se pencher sur des sujets importants. Nous allons parler de la publication du calendrier électoral par le président de la CENI qui l'a fait justement il y a quelques semaines. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons justement parler du chef de l'État qui s'est adressé à la jeunesse congolaise, le chef de l'État qui était bien évidemment face à une représentation de la jeunesse congolaise. Et donc, ce sont là les deux sujets que nous allons devoir aborder au cours de cette émission Actualité Plus. Et pour en parler, je reçois pour vous des personnalités, des cadres de partis politiques, bien évidemment. À l'occurrence, je commence par Guy Lukula, il est cadre de l'APOSEM. Bonsoir, monsieur Guy, et bienvenue dans cette émission. Guy Lukula, cadre de l'APOSEM, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une autre personnalité que nous recevons dans cette émission, c'est un cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti au pouvoir bien évidemment, Bergeron Montou. Bonsoir monsieur Bergeron et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci. Nous disons merci à Frère TV, à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre, tout en sachant que c'est une émission à vocation purement pédagogique. Nous allons ensemble essayer un peu d'édifier le peuple congolais qui nous suit pour que les choses puissent aller selon la volonté de notre souverain premier. Alors, c'était là, Bergeron Montou, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, au parti présidentiel, bien évidemment. Je l'ai dit, la Commission électorale nationale indépendante a publié son calendrier électoral il y a quelques semaines, bien évidemment. Cela a été fait via son président, à savoir Denis Kadima Kazadi. Justement, avant d'aborder le premier sujet de cette émission, je vous propose justement de suivre d'abord cette publication du calendrier électoral qui a été justement faite par Denis Kadima Kazadi. En suivant. Alors, il y a d'abord le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Bazuélé, Haut-Ouélé, Ituri, Tchopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis.
Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement de la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers des candidatures. 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Il s'agit du Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Allez, c'était la Denis Kadima Kazadi qui publiait le calendrier électoral pour les élections justement à venir. Monsieur Guy Lukula, l'élection présidentielle est fixée pour le 20 décembre de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023 bien évidemment. Comment vous avez d'abord acquis la publication du calendrier électoral par le président de la CENI? Parti allié à l'IDPS, et c'est avec satisfaction que nous venons d'accepter la publication de ces calendriers parce qu'on ne veut plus de prolongation, on ne veut pas aller aux us coutumes pour chercher à tirer les histoires en longueur. Vous allez constater qu'au début, c'est toute la population congolaise qui avait des difficultés à accepter d'abord cette équipe qui est en train de travailler d'arrache-pied. Et puis ça posait beaucoup de problèmes. Et finalement, c'est le pessimisme qui a habité presque tout le monde, où on ne croyait pas au calendrier électoral, on ne croyait pas aux élections en 2023. Maintenant qu'avec toutes les critiques qui ont été émises et que le constat fait par l'équipe de la CENI, afin que l'État, le gouvernement puisse mettre à sa disposition tous les moyens qu'il faut afin que les élections puissent se tenir dans les délais constitutionnels. Aujourd'hui, tout au long de ce processus, il y a le président de la CENI qui a tenu d'abord à confirmer au chef de l'État qu'il y aura les élections bel et bien au délai constitutionnel. Et aujourd'hui, la CENI a promulgué son calendrier où il a réparti le Congo presque en 3 parties. Il y a l'Ouest, l'Est, il y a l'Ouest, le Centre et l'Est. Et ajouter à cela, c'est de la première fois que nos compatriotes qui vivent à l'étranger puissent participer aux élections. Donc je suis tout à fait rassuré et que les critiques des uns et des autres ont apporté leurs fruits. Aujourd'hui, nous sommes en train de chuter. Le calendrier est connu, nous irons bel et bien aux élections, au délai constitutionnel. C'est avec satisfaction que je viens confirmer la tenue des élections dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur Guy Lukula, cadre de la POSEM. Monsieur Bergeron Montou, comment vous aussi vous avez acquis cette publication du calendrier électoral faite justement par Denis Kadima Kazadi? En tout cas, pour nous, c'est un motif de satisfaction. Nous devons dire aux autres qui pensaient que les problèmes des élections plus démocratiques du Congo, c'est en fait mythe.
Mais aujourd'hui, nous leur disons que c'est déjà une réalité. Pourquoi? Parce que le calendrier a été publié. C'est là qui continue à faire la campagne de diabolisation, qui cherche la bête noire partout. Ils doivent comprendre que l'heure n'est pas à la distraction. Ils doivent préparer leurs états-majors général pourvu que cette élection, cette opération ou ces processus puissent aller dans le bon sens. Le calendrier est bel et bien publié. Ça, c'est déjà une volonté manifeste qu'a la CENI, qui est l'organe habilité à pouvoir organiser des élections. Deuxièmement, le gouvernement congolais est prêt à pouvoir mettre du paquet pour que la CENI puisse arriver à organiser ces élections au temps imparti, sinon respecter bien sûr le délai constitutionnel. Mais nous disons, les contraintes sont là, nous devons bel et bien les comprendre. Il y a beaucoup de contraintes, mais tous les peuples congolais unis comme un seul homme, nous devons tous œuvrer dans la même direction pour que le calendrier qui a été publié par la CENI puisse être réalisé dans les délais constitutionnels. Alors, le calendrier électoral est publié par le président de la Commission électorale nationale indépendante. En même temps, il évoque justement certaines contraintes sécuritaires et financières, bien évidemment. Alors, comment pallier à cette situation? Je m'adresse justement à vous, M. Guy Ndoukula. Vous allez comprendre que ce n'est pas pour rien que j'ai dit au commencement qu'il a bien tablé en catégorisant les approches pour les identifications de la population. Il a commencé par l'ouest, là où ça pose moins de problèmes. Il est allé au centre, là où ça pose moins de problèmes. Et finalement, il est venu à l'est, là où il y a des problèmes. Les contraintes sont d'ordre imprévisible et nous avons connu, et nous les savons, qu'à l'est de notre pays, il y a déjà cette histoire de l'insécurité qui règne à mettre où l'impérialisme occidental tente toujours à des jeux ou chercher à balkaniser la République démocratique du Congo avec les Rwandais qui sont en tête pour amener plus de désolation dans les chefs de nos populations en nous imposant la guerre. Nous avons toujours dénoncé ces pratiques, mais l'opinion internationale qui joue à double jeu, tantôt il est avec nous, tantôt il n'est pas avec nous. Et on constate avec regret leur soutien matériel ou financier au gouvernement rwandais pendant que nous attendons des sanctions. Qu'à cela ne tienne, nos vaillants militaires sont sur le terrain. Nous sommes de cœur avec tous les Congolais. Nous avons constaté avec la marche de l'Église catholique où nous étions tous unis, de gauche ou de droite. Nous avons été là pour manifester notre indignation, tous derrière les FARDC, afin de bouter les Rwandais hors état de nuire, afin que nous puissions restaurer l'intégrité territoriale de notre pays et que nous puissions nous occuper aux déshydratats qui nous concernent avec les élections, parce que vous allez comprendre que la POSEM, parti cher, parti allié à l'IDPS, tient à ce que les élections puissent se tenir au délai constitutionnel et qu'en ce moment, avec la CENI, de la façon dont il a réparti les temps pour qu'on puisse procéder à l'identification par rapport à nos frères qui souffrent à l'Est. Je pense qu'à ce moment-là, je suis convaincu et je crois à mon armée. Vous pensez que les élections vont se tenir dans cette partie tout à fait. Et c'est là où je suis en train de... Malgré les contraintes sécuritaires. Les contraintes là, avant que nous ne soyons à ces dates-là, à ces échéances-là, l'ennemi sera déjà hors état de nuire et la paix rentrera à ses côtés. Qu'est-ce qui vous rassure, M. Ndoukula? Parce que nous avons su identifier d'où vient le mal. Nous avons déjà identifié le mal congolais, c'était l'infiltration avec les 1+4. Les Tutsis, les Ougandais, toutes les forces du mal ont accédé à nos institutions politiques et militaires. Ils étaient là et c'est eux qui ont occupé des grandes responsabilités, malgré tout ce que le Congolais leur avait accordé comme avantage dans leurs réclamations. Ils sont là toujours pour au service du Rwanda.
Et nous l'avons identifié. Dieu merci, si on avait utilisé le matériel que nous avons en ce temps-là, je pense que les ennemis qui étaient dans l'armée pouvaient mettre tous ces matériels, tous ces arsenals à la disposition des M23 et le malheur ne pouvait que s'abattre en nous. Et vous devez encore comprendre que c'est avec le président Félix Tshisekedi qu'on a dénoncé l'embargo qui nous a mis en mal de positionnement depuis des décennies. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui les Occidentaux sont en nu et qu'ils doivent laisser les Congolais s'organiser et acheter le matériel qu'il faut pour protéger l'intégrité et l'unité territoriale de notre pays. Merci beaucoup, M. Harguil Oukoula, M. Bergeron. Contraintes financières, on en parle justement puisque cela a été évoqué par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que l'on peut dire que le gouvernement congolais n'arrive-t-il pas suffisamment à décaisser de moyens à l'endroit de la Commission qui ne cesse de se plaindre de ces contraintes financières-là? Après 6 mois, il y a toujours de ces contraintes financières évoquées par la centrale électorale. Est-ce que le gouvernement congolais ne parvient-il pas à décaisser suffisamment de moyens pour la CENI? Merci beaucoup. Vous savez, c'est là où j'en appelle à l'unité. Puisqu'on dit l'union fait la force et le feu brûle haut quand chacun y apporte un morceau de bois. La CENI, c'est un organe, je vous ai bien dit, c'est un organe habilité à pouvoir organiser des élections. Mais lorsque cette CENI vous dit qu'il y a des contraintes, nous devons comprendre ça dans la globalité des choses. Nous devons aller plus loin et comprendre que ce que la CENI nous dit, ce n'est pas dans la machination, puisque nous devons faire très attention parce qu'il y en a qui aujourd'hui, quand j'ai suivi même le président rwandais, Paul Kagame, qui cherche à nourrir le peuple congolais d'une mauvaise nourriture en disant qu'écoutez, Félix Tshisekedi est en train de tout faire pour briguer le deuxième mandat en s'appuyant sur nous en disant que c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons amené la guerre pour que s'il n'arrive pas à organiser les élections en 2023, qu'il puisse trouver un faux fuyant. Nous disons au peuple congolais que c'est quelqu'un qui vient chercher à nous distraire. Il veut nous amener sur un schéma qui va lui donner encore de la valeur, un schéma qui va lui donner encore de la matière. Nous, peuple congolais, nous avons compris qu'aujourd'hui, nous sommes assiégés par le Rwanda. Le Rwanda est en train de nous attaquer via son groupe rebelle, qui est le M23. Et ça sera dans la mesure du possible où le peuple congolais uni comme un seul homme, nous allons étudier la question. Parce que la guerre, quand elle commence, on peut savoir la date qu'elle commence, mais la date où elle va prendre fin, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment une contrainte de taille. C'est une contrainte qui est visible, que tout le peuple congolais voit. Alors, nous allons voir ensemble... Ici, on parle de cette contrainte financière évoquée par la CENI. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Écoutez, monsieur le journaliste, nous sommes en République démocratique du Congo, nous devons comprendre que lorsqu'on parle d'une guerre, on dit qui veut la paix, prépare la guerre. On ne peut pas préparer la guerre si on ne paye pas les munitions. On ne peut pas préparer la guerre si on ne paye pas des armes. Donc, c'est-à-dire que toute la logistique armée doit être engagée. Et pour que cette logistique soit engagée, il faut qu'il y ait des fonds. Donc, nous ne pouvons pas demander la chose et son contraire à la fois. Soit nous avons besoin seulement des élections en 2023 et nous sacrifions nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Soit nous acceptons tous de dire, au cas où les moyens sont limités, que ces moyens pourront servir tout simplement à payer les armes, à pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont à l'Est pour que l'intégrité du territoire national soit garantie, que la paix revienne à l'Est, que nos frères et sœurs ne puissent pas continuer à mourir. Moi, je pense que ça sera une idée salvatrice. Mais lorsque nous allons nous mettre seulement à la longueur de la journée comme des tambours battants en disant que nous avons seulement besoin des élections, bien qu'il n'y a pas de moyens, bien qu'il y a des contraintes financières liées parce qu'il y a la guerre qui nous guette à l'Est, que nous devons assurer la victoire, là, à ce moment-là, nous allons dire que nous sommes un peuple divisé et nous n'avons pas besoin de pouvoir
garantir la paix et de pouvoir sécuriser et protéger nos frères et sœurs qui sont à l'Est. À vous entendre parler, c'est comme qui dirait le gouvernement congolais est incapable de financer les élections de 2023 et en même temps s'occuper de la guerre à l'est du pays. C'est ce que vous voulez dire, autrement dit. En tout cas, le gouvernement congolais est loin de vous dire ça. Le gouvernement congolais vous dit qu'il est disposé à pouvoir financer la CENI. Vous savez, financer la CENI, c'est une question. Répondre aussi à la paix à l'Est, c'est une autre question. Donc, c'est-à-dire que toutes les deux questions mises ensemble constituent déjà les contraintes majeures pour l'organisation des élections. Soit nous disons, même s'il y a des moyens aujourd'hui qu'il faut mettre en jeu pour organiser ces élections en 2023, que nous n'avons pas encore gagné la guerre à l'Est, allons-nous organiser les élections sans cette portion de nos amis qui sont à l'Est, ou nous allons tenir mordicus que ces frères et sœurs qui sont à l'Est puissent aussi être enrôlés et qu'ils puissent aussi participer aux élections. C'est pourquoi j'ai dit le peuple congolais doit s'unir. Et je pense dans les jours à venir, le président de la CENI, avec son bureau, aura le temps de discuter avec la classe politique et la classe sociale du peuple congolais pour qu'ensemble nous puissions dégager les hydratats, que nous puissions dégager les voies et moyens, dégager en fait la possibilité qui pourrait être plausible. Merci. Si nous pouvons organiser les élections avec nos amis de l'Est, ou nous pouvons organiser les élections sans nos amis de l'Est. Ce sont des questions majeures auxquelles nous devons répondre dans les jours à venir. Merci beaucoup, Messieurs Bergeron, Montou, pour cette intervention. Monsieur Guy Loukou, l'organisation des élections en 2023, justement dans la partie est de la République démocratique du Congo, est-ce que cette organisation aujourd'hui est un défi majeur que le gouvernement congolais doit relever? Un défi majeur et également une occasion, une opportunité pour que les Congolais puissent s'unir davantage. Vous allez constater qu'avec la dernière législature, il y a une partie de notre pays, toujours à l'Est, qui n'avait pas participé aux élections. Tel n'est pas mon souhait. Mais aujourd'hui, nous voulons, notre souhait que toute la République démocratique du Congo, du nord aussi, de l'Est à l'Ouest, que nous puissions tous élire le président de la République. Mais effectivement, vous allez comprendre qu'il y a certains impératifs. On peut s'en passer, on peut trouver des solutions, mais pourvu qu'on organise les élections. Le financement, bon, je pense que si aujourd'hui le président de la CENI a sorti son calendrier, au commencement c'était difficile, mais dans le 100%, si nous avons déjà atteint 80%, 70% pour la réalisation ou la tenue des élections et au délai constitutionnel, c'est déjà un acquis. Et là, le gouvernement est en train de se battre pour concrétiser son vœu. Néanmoins, il y a certaines réalités qui, sur le terrain, laissent quelques inquiétudes. Mais au moins, Congolais de l'opposition ou du pouvoir, nous sommes tous unanimes pour que nous allions aux élections, tout en prenant toutes les dispositions voulues pour que ces délais, là où se trouve la guerre, puissent y participer également. Donc, pour y participer, de l'autre côté, on doit terminer la guerre. Mais ce n'est pas une exclusivité pour dire que même si la guerre n'est pas encore terminée, je vous donne les cas. Avec les sénateurs, nous avions organisé les élections. Il y a une partie de l'Est qui n'avait pas voté. Effectivement, cet aléa peut aussi arriver, qu'on puisse arriver pendant que nos forces armées congolaises sont en train de se battre pour bouter l'ennemi hors état de nuire. Ça peut arriver et c'est une difficulté que nous ne pouvons pas ignorer, mais qui est là. Exactement. Qui est là et que moi je suis jusqu'à preuve du contraire persuadé quand le président de la CENI, l'organe habilité, a communiqué, a présenté et a confirmé. Il a confirmé, il a les moyens des bords, mais néanmoins il y a certaines inquiétudes qui font que ce qu'il demandait de plus n'est pas encore totalement à sa disposition. Et je suis convaincu que le gouvernement est en train de se battre pour que tout soit mis à sa disposition sur le plan financier et que tout soit mis en œuvre pour qu'on puisse bouter l'ennemi hors état de nuire. Merci beaucoup, Monsieur Guy Loukoula, pour cette intervention. Nous allons essayer justement de chuter avec le premier sujet de cette émission. Monsieur Bergeron Montou, les calendriers électoraux est là. Y a-t-il un espoir de respecter le délai constitutionnel? En tout cas, ça c'est le vœu le plus ardent du gouvernement Samuel Kondé. On vous dit... D'ailleurs, vous allez constater que
nous sommes aujourd'hui à la 4e édition des élections en République démocratique du Congo, donc au 4e cycle électoral. Et depuis tout ce temps, nous n'avons jamais eu un calendrier global. Souvenez-vous, on n'a jamais eu un calendrier global. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même des avancées significatives que moi, j'appelais que c'est un homme magique. C'est un homme magique qui est venu débloquer certaines choses en République démocratique du Congo. Pendant 3 cycles électoraux, nous n'avons pas eu à dépasser les caps de pouvoir organiser les élections municipales et les élections locales. Et aujourd'hui, le président de la CENI, Denis Kadima, nous donne un calendrier complet. Et un autre élément qui s'ajoute, c'est l'enrôlement des Congolais de l'étranger, les Congolais de la diaspora. Vous voyez que c'est une frange des Congolais, mais qui ne participaient pas aux élections. Alors que ces gens-là contribuent de manière considérable au développement de la République. Quand vous allez dans des agences et consorts, ces gens-là envoient de l'argent au Congo. Il y en a qui payent, il y en a qui font des grandes choses. Mais écoutez, nous avons passé à beaucoup de cycles électoraux où ces gens-là n'ont pas participé. Et aujourd'hui, nous sommes quand même très contents et très confiants que le président de la CENI puisse les intégrer. Je pense que tout ce que le président de la CENI a présenté comme contraintes ont été prises par le gouvernement. Comme on vous a dit bien, l'année 2023, c'est une année électorale. Même au niveau budgétaire, la loi budgétaire de l'exercice 2023 est essentiellement électorale. C'est pour vous dire que toutes les contraintes d'ordre financier trouveront de la réponse imminente dans la loi des finances qui sera publiée d'ici. Donc, les présidents, on va mettre des moyens financiers conséquents pour que le président de la CENI puisse entreprendre toutes les opérations qu'il a prévues dans son calendrier. Mais je reviens toujours sur la question de la paix. C'est la paix qui doit nous guider. Merci. Et l'unité doit nous caractériser. Merci beaucoup, messieurs Bergeron Moto. Actualité en plus, on poursuit justement sur un bon nombre de chemins fidèles non téléspectateurs. Deuxième partie de cette émission qui sera justement consacrée à cette allocution du chef de l'État devant la représentation, une certaine représentation de la jeunesse congolaise. Il était récemment au palais du peuple. Suivez d'abord cet élément. Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les présidents de jeunesse de l'Union africaine, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers jeunes, je suis particulièrement honoré de répondre ce jour à cette invitation que vous avez daigné me lancer à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse africaine pour partager avec l'ensemble des organisations représentatives de la jeunesse de notre pays, où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert.
Alors, c'était là le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'adressait à une représentation de la jeunesse congolaise. Il a été justement par la même occasion, bien évidemment, proclamé champion de la jeunesse africaine. Première question, vous serez adressé à vous, messieurs Guy Lukula, depuis justement l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. Comment vous avez trouvé sa manière de considérer la jeunesse congolaise? Tout à fait naturel. Vous allez comprendre qu'ici, la jeunesse a pris ses responsabilités à main. C'est la jeunesse c'est l'organisation de... C'est la jeunesse qui a pu inviter les chefs de l'État à leur journée mémoriale. De tous les temps, le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, après la réussite brillante de ces élections, le Congo était à mal de positionnement. Donc, le Congo était comparable à un tonneau vide où on devait chercher à remplir de l'eau afin que nous puissions, nous, donc, population congolaise, y compris la jeunesse, puisse savourer l'effort de l'apport du développement socio-économique dans l'intelligence du chef de l'État avec tout ce qu'il avait promis pendant sa campagne électorale. Mais malheureusement, il a été buté à beaucoup de difficultés et nous avons déjà eu à émettre nos points de vue là-dessus parce que le système... notre système gouvernemental est semi-présidentiel. Donc quand le chef de l'État arrive, c'est sa politique qui prédomine. Mais vous allez constater quand lui est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, c'était la majorité avec qui il avait fait alliance qui avait une voix prépondérante par rapport à sa politique de développement. Par conséquent, tout ce qu'il avait comme conception dans sa campagne électorale ne pouvait pas marcher parce qu'il était tout le temps en contradiction, en conflit avec ses alliés. Ce qui a fait que ces projets, en ces temps-là, ne puissent pas se matérialiser, se puissent concrétiser. C'est ainsi qu'il a dit utiliser son intelligence pour nous amener dans l'union sacrée de la nation. Et c'est avec l'union sacrée de la nation qu'aujourd'hui, sa politique d'antan commence à se concrétiser, ça et là. Et par rapport à la jeunesse, effectivement, il a rappelé à la jeunesse que le Congo de demain, c'est vous. Et il a tenu des grandes lignes, vous allez comprendre que ce qu'il pouvait apporter dans les 5 ans qu'il a eu à consommer d'une façon conflictuelle avec ses alliés, c'est pratiquement difficile pour qu'il concrétise tout ce qu'il a comme conception. C'est ainsi que lors des campagnes électorales, avec les différents QG qui sera mis en position pour défendre ce qu'il n'avait pas pu faire, c'est à ce moment-là que le chef de l'État, avec sa nouvelle vision, avec le second mandat, si et seulement si nous l'accordons, vous comprenez? Et c'est l'effet du raisonnement de ces différents QG qui va vendre l'image du chef de l'État, qui va faire voir à la population congolaise ce qui n'a pas été fait dans le temps. Et qu'avec les 5 autres mandats à venir, et surtout qu'il aura la majorité avec lui, si et seulement si nous l'écoutons, nous suivons ce qu'il nous demande, c'est à ce moment-là que d'une façon générale, nous pouvons juger avec satisfaction l'échec ou l'apport du chef de l'État par rapport à la situation globale de notre pays. Donc nous sommes encore dépendants, nous avons encore soif de ce qu'il n'a pas pu faire dans les 5 ans, compte tenu des hydratants que je viens de vous le dire. La situation conflictuelle, les blocages. Donc, au lieu que nous puissions vivre l'avènement de la bonne démocratie, nous avons vécu encore la politique, les insultes, les bagarres à la télévision, les incompréhensions, les histoires que nous n'avions pas eu besoin. Donc, avec cet élan, les 2 années qui sont restées, ou une année et demie qui est restée, je pense que sur le plan, avec le gouvernement Samba Lukonde, un gouvernement ici toujours de la majorité, mais qui n'est pas conflictuel, comme avec le président sortant de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda. Donc vous allez comprendre, au moins ici, nous avons vécu un climat d'espoir avec le gouvernement Samba Lukonde, où nous avons l'espérance que dans les 5 mandats que le chef de l'État est en train de solliciter, lorsqu'il aura la majorité, je pense que tous nous allons nous retrouver avec le second mandat. Merci beaucoup, messieurs Guy Lukula, pour cette intervention. Messieurs Bergeron, le Félix Tshisekedi est déjà plus de 3 ans déjà à la tête de la magistrature suprême, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que la jeunesse congolaise s'est retrouvée dans pratiquement les 3 années consommées durant son quinquennat? Mais oui, vous savez, Félix Tshisekedi, c'est le président de la République qui met un accent
sur la jeunesse. Et pourquoi il met l'accent sur la jeunesse? C'est parce qu'il sait, lorsque on veut rendre une nation faible, on commence par infiltrer sa jeunesse. Et lorsque cette jeunesse se retrouve abandonnée à son triste sort, lorsque cette jeunesse ne reçoit pas une bonne information, elle ne reçoit pas une considération vis-à-vis des gouvernants, rassurez-vous que cette jeunesse sera utilisée dans des groupes armés. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez à l'Est, c'est toujours la même jeunesse qui est utilisée pour pouvoir détruire les acquis de la République. Alors, c'est ainsi que le président de la République comprend que cette question, c'est une question d'une haute portée, qu'il fallait porter dans son cœur, dans son mentor, cette jeunesse. Voilà, lors de ce qu'il fallait clôturer le mois de la jeunesse africaine, et cette jeunesse a fait une invitation, et le président de la République n'a pas hésité à pouvoir venir répondre à leur invitation, et les jeunes se sont exprimés de manière libre, ils se sont déchaînés, ils avaient soif vraiment de rencontrer le chef de l'État, de pouvoir lui dire tout ce qu'ils attendaient de lui. Et le chef de l'État a encaissé tout ce que la jeunesse a présenté. Donc nous comprenons d'emblée que le chef de l'État comprend la mission de la jeunesse. Il veut que la jeunesse congolaise ne soit pas seulement un problème, mais que la jeunesse congolaise soit une ressource de taille qui peut nous aider dans beaucoup de domaines. Lorsque nous voulons développer ce pays, nous ne pouvons que le développer avec la jeunesse. Alors, cette jeunesse est prise en compte. Vous avez vu qu'il y a un ministère de taille ou un portefeuille de taille qui a été confié à la jeunesse, l'entrepreneuriat, pour que tout ce qu'il y a comme sous-traitance, si on mettait un vieux, on va dire que toutes les initiatives des jeunes seront mises de côté. Mais maintenant que vous avez un jeune qui pilote ces portefeuilles, rassurez-vous que tout ce que les jeunes vont apporter comme initiative, comme sous-traitance, seront prises en compte et la jeunesse sera une jeunesse productive, pas une jeunesse qui amène à casser, pas une jeunesse qui amène à pouvoir détruire les acquis de la République, puisque quand vous détruisez aujourd'hui les acquis de la République, vous êtes en train de faire 5 pas en arrière. Au lieu d'avancer de 10 pas, mais vous voulez reculer de 5 pas. C'est ce que le chef de l'État a voulu montrer à la jeunesse. Et nous pensons que la jeunesse est maintenant consciente. La jeunesse a compris sa mission. La jeunesse a compris que tout ce qu'il a toujours fait comme bruit, le chef de l'État n'est pas seulement resté dans son bureau climatisé, mais il a compris les soucis de cette jeunesse. Il a compris qu'il avait toute une grande mission en tant que père à pouvoir accompagner cette jeunesse vers la concrétisation des bons projets et des bonnes initiatives venant de la jeunesse, puisque la population congolaise, elle est en grande partie constituée de jeunes. Merci beaucoup, M. Bergeron Montou, pour cette intervention. M. Guy Lukula, l'on constate que cette jeunesse, finalement, est manipulée par des partis politiques, dans des groupes de pression. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de pallier à tout cela? Mais cela fait partie également de l'appel du chef de l'État par rapport à cette jeunesse, quand il demandait à la jeunesse d'être responsable. Certes, c'est dans les partis politiques qu'on cherche à conquérir le pouvoir, le gérer et le manipuler. Donc, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui ne peut plus rester distraite. Ils doivent s'engager dans des partis politiques et faire voir de quoi ils sont capables. Avec le système de méritocratie, comme le chef de l'État veut prôner l'état des droits, puisque l'état des droits en soi, c'est un processus, plusieurs fois quand il est dit, mais dommage, est-ce qu'ils sont combien qui comprennent que quand on parle de l'état des droits, c'est tout un processus. C'est là également une difficulté. C'est là également, nous vous recommandons, vous journalistes, de pouvoir aider la population congolaise parce que l'état des droits ne soit pas seulement un slogan, que l'état des droits soit quelque chose de bien compris dans l'ensemble de la population congolaise parce que c'est un processus. Nous avons vécu près de 30 ans dans l'unitarisme
à outrance avec un pouvoir concentré, où la plupart des jeunes Congolais d'aujourd'hui ne savent pas que la politique est parlée sur le plan idéologique. Donc aujourd'hui, c'est un mal que le chef de l'État a essayé de parler, mais je ne sais pas si ils étaient nombreux qui étaient en train de comprendre ça. Aujourd'hui, les jeunes se réveillent, ils parlent de politique parce qu'il a un oncle gouverneur, il a un frère ministre, mais sur le plan thématique, sur le plan idéologique, ils ne savent pas. Il vient pour défendre la cause de celui à qui il peut tirer un gain de cause. Or, la politique, c'est par rapport à l'idéologie. C'est par l'idéologie qu'on arrive à satisfaire le bien-être de l'intérêt général des Congolais. Or, aujourd'hui, 30 ans après, nous parlons aujourd'hui politique parce que nous avons fait les études politiques dans des universités. Mais avoir notre profil sur le plan sociétal, nous étions tous dans un père parti, moko, mamabo, moko, mokonzibo, moko. On n'avait pas d'idéologie. Donc aujourd'hui, et ils sont nombreux quand ils viennent même devant vos chaînes de télévision ici, posez-lui la question sur l'idéologie. Il ne se retrouve pas et il va faire des faux fouillards, il va faire n'importe quelle déclaration. C'est là où nous parlons des systèmes de la méritocratie, où nous envoyons les jeunes dans des partis politiques, non pas pour aller chercher le pouvoir, non pas pour aller devenir X, Y dans leur rite là, mais je pense que c'est dans les partis politiques que la jeunesse, celui qui a étudié, doit imprégner son comportement, son caractère pour se distinguer et pour se faire élire, pour se faire considérer et pour se faire choisir par rapport à ses propres autorités. Donc c'est un appel gratuit que je lance par rapport à ceux qui gèrent les partis politiques aujourd'hui, de ne pas se figer dans les considérations régionalo, tribalo, ethniques, mais plutôt qu'ils puissent nous sortir les gens qu'il faut pour la gouvernance de ces pays dans les tout prochains jours. Vous allez constater, descendre dans des partis politiques, c'est avec regret. À peine, si ce n'est pas l'autorité morale du parti politique, les restes, ils vont là-bas pour défendre ou bien pour chercher à soutirer quelque chose. Donc, ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien sinon des conflits tribal, régional et j'en passe. Donc aujourd'hui, c'est une belle occasion pour moi de dire à la face du monde que effectivement, nous avons besoin des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, d'abord dans les chefs des partis politiques. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est dans les partis politiques que nous avons les gens qui vont au niveau de l'exécutif pour gérer la chose publique. Effectivement, je souhaiterais également que les gens qui ont la gestion des ressources humaines, les gens qui ont travaillé dans des partis politiques, non, les gens qui ont travaillé dans les institutions publiques de l'État, puissent s'engager, puissent se débarrasser de cette vieille habitude de rester seulement dans les administrations pendant que c'est la politique qui nous gère, pendant que c'est la politique qui nous gouverne. Donc ces gens-là qui ont déjà cette connaissance-là, dès qu'ils se jettent du côté de la politique, je pense qu'ils feront la politique tout en sachant que la politique est faite pour la satisfaction du bien-être des gens. Merci beaucoup, M. Guy Lukula, cadre de la POSEM, pour cette intervention. Monsieur Bergeron, est-ce que la jeunesse congolaise constitue-t-elle la première ressource du pays? Vous savez, il y a, puisque j'ai entendu même le chef de l'État parler du Conseil national de la jeunesse, ces conseils, dans sa politique nationale, dans la politique de la jeunesse, cette jeunesse est définie sur 3 axes, à savoir la jeunesse prise comme une tranche d'âge, et le deuxième axe où vous comprendrez que la jeunesse comme état d'esprit, c'est dans cette matrice que le chef de l'État a dit prendre tout son temps pour rappeler à cette jeunesse ce qu'elle doit faire. Jeunesse comme état d'esprit. Puisque lorsque nous prenons jeunesse comme état d'esprit, même tous les vieux qui étaient en train de suivre le chef de l'État en train de parler, ils doivent se dire que ce que le chef de l'État est en train de parler, il ne parle pas seulement à la jeunesse comme tranche d'âge, mais il parle à la jeunesse comme état d'esprit. Alors à ce moment-là, ils doivent se mettre en tête que ces discours intéressent tout le monde. Jeunes et vieux, nous avons tout le temps de pouvoir travailler notre mental, travailler notre esprit, puisqu'on dit le changement des mentalités, c'est quelque chose d'une plus grande valeur
Et lorsque nous allons intérioriser cela en nous, ça va nous aider à nous développer et aller de l'avant. Et c'est lorsque cette jeunesse travaillait sur sa partie mentale, sa partie état d'esprit, amène à ce que la jeunesse puisse être une ressource et non un problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se met dans l'esprit que la jeunesse, elle est là pour être manipulée, la jeunesse, elle est là pour que quelqu'un amène un peu d'argent, les Occidentaux qui sont en train de tirer des ficelles de gauche à droite amènent un peu de billets pour corrompre cette jeunesse, pour que la jeunesse puisse faire des marches, la jeunesse puisse brûler des pneus sur le macadam, alors que construire une route, ça coûte au gouvernement. Alors à ce moment-là, la jeunesse, au lieu qu'elle soit une ressource pour la République, cette jeunesse devient automatiquement un problème sérieux que le gouvernement doit chercher à résoudre. Voilà la raison pour laquelle le discours qu'a fait le chef de l'État, les conseils d'une grande envergure que le chef de l'État a donné à cette tranche d'âge nous concerne tout le monde, jeunes et vieux, parce qu'il a beaucoup plus parlé sur l'état d'esprit que nous avons. Nous, Congolais, lorsque nous regardons à gauche, à droite, que notre frère, notre sœur est dans l'inquiétude, il manque la paix, alors à ce moment-là, nous devons nous unir comme un seul homme. Vous voyez, nous avons marché, les catholiques ont marché le dimanche. Et toutes les églises de la République ont marché. Ils ont déposé des mémos. Cela a montré que le peuple est uni. Et si nous pouvons rester dans cette unité, jeunes et vieux, et les jeunes comprennent qu'ils sont une ressource pour la République, alors à ce moment-là, les choses vont évoluer de la plus belle manière. Merci beaucoup, messieurs Bergeron Montou, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train justement de chuter avec ce magazine Actualité Plus aujourd'hui. J'ai eu justement l'honneur de recevoir pour vous deux personnalités. Nous sommes en train justement de terminer avec cette émission. Votre dernier mot, messieurs Bergeron Montou, un rapport avec cette allocution du chef de l'État devant la représentation nationale et aussi un rapport avec cette publication du calendrier électoral effectué par le président Nasseli. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais que en premier, ce qui s'est fait le 30 novembre, c'est quelque chose d'une haute portée. Mais ce que nous allons demander au chef de l'État, que cela ne soit pas à une seule fois. Je pense que si chaque année, cela pouvait être un rendez-vous des jeunes, je pense que ça sera une bonne chose. Et nous demandons aussi aux autorités locales à pouvoir aussi emboîter le pas. Il ne faudrait pas qu'il y ait une fissure entre les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux, mairies, communes, et ainsi de suite. Nous voulons que l'attitude qu'a présentée le chef de l'État, que cette attitude puisse se répercuter à tous les niveaux. Que tous les gouvernants, à tous les niveaux, puissent prendre cette matrice qu'a donnée le chef de l'État comme matrice de durabilité, pour que ce qu'il a dit là puisse se répercuter à tous les niveaux et que les jeunes se sentent intéressés, que les jeunes se sentent appelés à l'initiative et au développement. Par rapport au calendrier électoral, je suis très conscient et très convaincu que le président de la CENI, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'une grande valeur. C'est une volonté manifeste à pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo. Mais nonobstant les contraintes qui sont là, nous ne pouvons pas les mettre dehors. Peuple congolais uni, engagé, déterminé, nous pouvons aller aux élections, mais sans oublier nos frères et sœurs qui sont attaqués. Lorsque la paix est menacée dans une république, c'est comme qui dirait une partie du corps qui est touchée et qui est malade, l'individu ne pourra jamais bien dormir, bien que sa tête n'a pas la maladie, mais du moment où son ongle
a une inflammation, et cette inflammation va déranger tous les corps et on ne dormira pas bien. Alors prenons ce qui se passe à l'Est, comme qui dirait, c'est notre intégrité qui est touchée et nous devons y prendre part. Merci beaucoup, Monsieur Bergeron Montou, pour cette intervention. Nous allons terminer avec vous, Monsieur Agulukula, votre justement dernier mot en rapport avec l'allocution du président de la République devant une représentation de la jeunesse et aussi par rapport à cette publication du calendrier électoral effectué par le président de la CENI. Je commencerai avec le deuxième aspect de la promulgation de calendrier électoral. C'est avec satisfaction que je prends cette promulgation et j'en félicite le président de la CENI pour aller de l'avant et à chaque fois qu'une difficulté se présente, qu'il puisse prendre le temps maximum pour le faire parvenir à qui des droits, afin que nous ayons les élections au délai constitutionnel. Quant à l'allocution du chef de l'État, je pense que ça serait également une occasion profitable à l'Assemblée nationale de saisir cette date-là pour qu'on puisse nationaliser ça, puisque jusqu'à présent, c'est au niveau international que cette date a été retenue et que comme nous le souhaitions, puisque avec les anciens régimes, tout n'était pas que mauvais, la date de la jeunesse était une date nationale qui était reconnue de tout le monde et que chaque province, à son niveau, organisait des manifestations au vie et aussi de tout le monde où la jeunesse était totalement prise en charge. Donc je pense que ça serait quelque chose de bien si on pouvait également saisir cette opportunité au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse éveiller toutes les couches de la jeunesse du nord aussi, de l'est à l'ouest, pour que ça soit quelque chose concernant tout le monde. Merci beaucoup, messieurs Agulukula, pour cette intervention. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine Actualité Plus qui s'est penché dans sa première partie au sujet justement de cette publication du calendrier électoral faite par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. Et dans la deuxième partie, nous avons également essayé d'analyser l'allocution du chef de l'État devant la représentation, une certaine représentation de la jeunesse, bien évidemment. Et pour parler justement des sujets, j'ai eu l'honneur de recevoir pour vous Guy Lukula, cadre de l'APROCEM, à qui je dis merci d'avoir honoré à notre invitation. Merci, monsieur Ali, merci à toute l'équipe de la télévision Faye. Merci aussi à vous, messieurs Bergeron Montou, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie infiniment. D'avoir participé à votre émission et dans ces cadres combien louables, un bon cadre, c'est pour nous un plaisir de merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, d'avoir été aussi nombreux à être là justement pour cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui et au prochain rendez-vous. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire du jour le jour. La situation reste toujours compliquée sur la ville de Lubumbashi à ce qui concerne l'approvisionnement